Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voici le sommaire. Mondial 26 démarre aujourd'hui lundi. Des milliers de candidats ivoiriens entament donc les compositions sur l'ensemble du territoire national. Et puis au Moyen-Orient, nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran. Frappe américaine, riposte iranienne et tensions autour du détroit d'Ormuz plongent davantage la région dans l'instabilité. On retrouve Serge Kofi dans Éco Mondial. Le Mondial 2026 est terminé et nous faisons justement le débrief dans cette rubrique. Bonjour Serge. Bonjour Daniel. Très heureux de te retrouver ce matin. Moi aussi. On connaît enfin le champion du monde en ce qui concerne le football. L'Espagne bat l'Argentine. Exactement, Daniel Kodio. Il faut dire que les lampions se sont éteints hier dimanche au MetLife Stadium, et puis qui n'a pas vraiment, je pense, n'a pas vraiment atteint les sommets en termes d'intensité et surtout du point de vue technique. Contrairement à la petite finale la petite finale entre la France et l'Angleterre. L'une des stars attendues même de cette finale, c'est-à-dire Lionel Messi, le capitaine, a pris les arrêts décisifs. Effectivement. Permettant à son équipe d'arriver même d'arriver aux prolongations. Finalement, il faut dire qu'à la fin, d'égaler la France et l'Uruguay en nombre de titres mondiaux. Et puis l'Espagne aussi réalise un doublé après l'Euro 2024. Il faut aussi préciser d'ailleurs que l'Argentine a joué toute la prolongation en FC Chelsea, qui a été expulsé dans le temps additionnel du temps réglementaire de cette finale. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'on retient, Serge Kofi, de cette compétition, de ce Mondial 2026 ? Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu un nivellement, on va dire, vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a plus de petites équipes vraiment dans cette Coupe du Monde. On a vu des pays comme le Cap-Vert, qui participait à sa première compétition pour la première fois à la Coupe du Monde, qui a su tenir la dragée haute à de grandes équipes comme l'Argentine. Et puis, des équipes aussi, on va dire, qui sont tout au sommet, comme la France, l'Angleterre, qui ont confirmé les statuts de leader. Et puis, je pense que cela est de bon augure pour la suite de la compétition. Maintenant, pour faire un petit bilan, surtout au niveau des buteurs, il faut que Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, c'est le meilleur buteur finalement. Il termine le meilleur buteur de cette compétition avec 10 buts. Et il termine aussi le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts juste devant Lionel Messi, qui est resté calé à 8 buts dans cette compétition et à 21 buts pour aussi les 6 participations à la Coupe du Monde. Alors, Mbappé avait déjà été meilleur buteur lors du mondial précédent, c'est-à-dire en 2022 au Qatar, avec 8 buts. Alors, l'édition 2026 tire à sa fin. C'est achevé même. C'est achevé, justement. C'est quoi le prochain rendez-vous? Où ça va se passer? C'est en quelle année? Le prochain rendez-vous, c'est la 24e édition de la Coupe du Monde. Elle aura lieu en 2030. Elle sera conjointement organisée par le Maroc, par le Portugal et par l'Espagne. Il faut dire que cette édition qui vient de s'achever a rassemblé 48 équipes. Il faut que le président de la FIFA, Gianni Infantino, envisage d'élargir au prochain mondial à 60 équipes. Mais c'est un projet qui reste encore à l'étude. C'est un projet qui reste à l'étude. Nous, on donnera de plus en plus d'informations aux différents téléspectateurs. Exactement. Merci beaucoup, Serge, d'avoir consacré de tout votre temps durant cette période du mondial 2026. Je t'en prie, Daniel. Mesdames et messieurs, on referme ici Éco Mondial. En Côte d'Ivoire, après les examens scolaires, place désormais aux évaluations de l'enseignement supérieur technique. Les candidats au BTS session 2026 entament ce lundi 20 juillet les épreuves écrites sur l'ensemble du territoire national. Pendant près d'une semaine, jusqu'au 25 juillet, des milliers de candidats issus des différentes filières vont composer avant d'aborder les épreuves pratiques prévues du 27 au 31 juillet. Les résultats seront proclamés le jeudi 20 août à partir de 14h. Les candidats doivent se présenter munis de leur convocation, d'une pièce d'identité valide et de stylo. Les téléphones portables et tout document non autorisé sont strictement interdits dans les salles de composition.
Au-delà des salles d'examen, l'actualité nationale reste également marquée par les questions de santé publique. Face aux menaces sanitaires régionales, les autorités ivoiriennes renforcent la vigilance. Le directeur général de l'INHP, le professeur Ekra Kouadio Daniel, confirme qu'aucun cas d'Ebola n'est présent en Côte d'Ivoire. Alors que l'épidémie sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda, le dispositif de surveillance a été renforcé aux frontières. Contrôle de température, mécanismes de prise en charge et formation du personnel de santé font partie des mesures mises en place. L'INHP rappelle également les gestes de prévention, notamment le lavage régulier des mains et l'évitement de tout contact avec les animaux morts ou les fluides d'une personne malade. Sur le terrain politique à présent, les formations multiplient les initiatives pour élargir leur influence et renforcer leur présence auprès des populations. À Gagnoa, près de 1000 nouveaux militants conduits par le député de la circonscription 069, M. Konaté Moussa, ont officiellement rejoint le RHDP. La cérémonie organisée à la place Laurent Gbagbo s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du parti, notamment les ministres Mariatou Koné et Miss Belmonde Dogo. Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, a salué cette adhésion qu'il présente comme un engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la Côte d'Ivoire. Et pendant que le RHDP consolide ses bases, le PPACI, absent de l'hémicycle après son choix de boycotter les dernières législatives, entend maintenir sa voix dans le débat public. Le parti de Laurent Gbagbo annonce la création d'un observatoire des décisions parlementaires. Cette structure, composée de 9 membres, aura pour mission de suivre les travaux des députés, analyser les textes de loi, informer les citoyens et formuler des propositions. Présenté comme un outil de veille et de contre-proposition, cet observatoire ne pourra toutefois pas peser directement sur les décisions prises au Parlement selon diverses analyses politiques. Après la politique, cap sur l'économie rurale avec un nouvel appui de l'État aux acteurs du monde agricole. À Tingrela, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture, M. Bruno Nabagné-Koné, a procédé à la remise d'intrants et d'équipements de mécanisation d'une valeur de près de 3 milliards de francs CFA. Un soutien destiné à renforcer les capacités de production, notamment vivrières, et à améliorer les conditions de travail des différents producteurs. Reportage commenté par Fatou Kalouga. Le gouvernement renforce son soutien aux producteurs du Nord. En déplacement à Tingrela, le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à la remise d'intrants agricoles et d'équipements de mécanisation d'une valeur globale de plus de 3 milliards de francs CFA. Cette opération bénéficie aux régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo. En choisissant Tingrela pour tenir cette cérémonie, le ministère que j'ai l'honneur de conduire réaffirme sa volonté de conduire la transformation de notre agriculture au plus près des producteurs, au cœur même des grands bassins de production, là où les politiques publiques doivent produire leurs premiers résultats et révéler pleinement leur impact sur les conditions de vie de nos populations. Telle est en effet la démarche du gouvernement, telle est la démarche de notre ministère, telle est la philosophie qui guide notre démarche et qui nous conduira dans les prochains jours, après cette étape de Tingrela, dans d'autres localités. Dans le cadre du DPAI Nord, plus de 838 millions de francs CFA d'intrants ont été distribués en grains, semences améliorées, produits phytosanitaires et semences maraîchères profiteront à 360 organisations professionnelles agricoles, soit près de 6 000 producteurs, en majorité des femmes et des jeunes. Grâce à ces appuis conjugués, à l'encadrement technique qui sera assuré par les différents services de mon département, les producteurs concernés devraient enregistrer une production additionnelle. Je dis bien additionnelle, une production additionnelle estimée à 20 000 tonnes de produits vivriers, comprenant notamment 10 000 tonnes de riz, 3 000 tonnes de maïs, 1 000 tonnes d'arachides et de sésame, ainsi que 6 000 tonnes de cultures maraîchères.
Au-delà de ces performances attendues, ce sont surtout les effets économiques et sociaux de ces investissements qui retiennent notre attention. Derrière ces chiffres, notre ambition est beaucoup plus grande. C'est celle de consolider les fondements de notre souveraineté alimentaire et surtout d'améliorer substantiellement les revenus de nos producteurs. Le projet d'appui au développement du secteur vivrier a également permis la remise d'équipements de mécanisation évalués à près de 2 milliards de francs CFA. Tracteurs, motoculteurs et moissonneuses-batteuses devraient faciliter le travail des producteurs et améliorer les rendements. Toujours au chapitre des activités sociales, la célébration de la fête des mères se poursuit en Côte d'Ivoire. Cette fois, l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire a organisé l'édition 2026 de l'événement à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Une cérémonie placée sous le signe de l'autonomisation et de l'engagement des femmes aux côtés des militaires. Fatou Kalogar nous commente encore le reportage de Lucien Aoussi. Vertu aux couleurs de leur association, les membres de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, AEMC, la cérémonie s'est déroulée en présence du général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ainsi que de plusieurs officiers supérieurs. Placés sous le thème « Épouses de militaires », autonome et actrice du développement, cette édition 2026 a mis en lumière le rôle essentiel des épouses de militaires dans le soutien à leur famille, leur autonomisation et leur contribution au développement de la société. À cette occasion, la présidente d'honneur de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, Fatimata Sy Doumbia, épouse du général d'armée Lassina Doumbia, a exhorté les épouses de militaires à demeurer des partenaires engagés, solidaires et résilientes en continuant d'accompagner leurs époux dans l'accomplissement de leurs missions au service de la nation. L'autonomie des épouses de militaires est ainsi bien plus qu'un objectif individuel. Elle constitue une nécessité, un facteur de dignité et un puissant levier de développement, de stabilité familiale et de cohésion sociale. C'est précisément cette vision que porte l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Je vous dis que nous tous ici présents, nous vos époux, sommes heureux de vous voir heureuses. Nous sommes heureux de vous voir si joyeuses et si unies, de vous voir vous amuser ensemble sans distinction de grade. Merci pour cet instant de bonheur, même si il y a quelque part aussi une petite point de regret. Le regret de ne pas pouvoir vous offrir ça tout le temps. Je voudrais donc à cet instant, au nom de tous vos époux et à mon nom personnel, vous demander de nous pardonner nos absences, de nous pardonner nos écarts. Merci pour ce que vous êtes pour nous, merci pour les piliers que vous constituez pour nos familles, merci pour la sérénité de vous apporter. Cette célébration a également été marquée par des moments de partage, de reconnaissance et de fraternité, illustrant les valeurs de solidarité qui unissent les familles de militaires. À présent, place à notre rubrique spéciale consacrée aux préparatifs de la fête de l'indépendance. Et c'est à Yopougon que nous nous dirigeons, où le sport occupe une place importante dans la vie de la commune. Plus qu'une activité de loisir, il apparaît comme un outil de rassemblement, d'éducation, mais également de développement. Le constat a été fait par Serge Kofi et Mesper Yao. Nom des infrastructures qui font la renommée de la commune de Yopougon figurent le terrain Zébier, le complexe sportif Jesse Jackson, l'Agora. Quant au terrain Zébier, c'est un site emblématique de Yopougon. Plusieurs sportifs ivoiriens y ont fait leur début.
Cet habitant revient sur l'histoire de cet espace. Bon, l'histoire des Zébieux, en tout cas, remonte au niveau d'un jeune. Il était étudiant, voilà, Thierry Zébieux. En ce moment, le quartier n'était pas encore construit comme aujourd'hui. C'était des herbes ici. Et Thierry Zébieux était sur le campus en tant qu'universitaire. Et ce dernier était un syndicaliste. Et dans le syndicalisme, il a connu la mort. Voilà, il a été tué, il a connu la mort. Et comme Thierry Zébieux était habitant de ce lieu, ses parents habitaient ce lieu-là, alors les parents ont, en mémoire de lui, donné donc cet espace-là, son nom aimé Thierry Zébieux. Pour ne pas qu'il soit oublié, pour l'immortaliser, ils ont nommé cet espace-là Thierry Zébieux. Ok, maintenant si c'est de contexte sportif, aujourd'hui l'espace représente un terrain de football. Et de cet espace-là, plusieurs footballeurs, aujourd'hui professionnels, sont partis d'ici. À proximité, le complexe Jesse Jackson constitue un cadre de fondation et d'apprentissage apprécié des jeunes sportifs. Le complexe, c'est la base de tous les footballeurs de Yopougon. C'est ici que tout commence. Et c'est ici, c'est le complexe qui a relevé tous les grands joueurs tels que Bissouma, Néné Dorgelès, Atu Josaphat Bada et bien d'autres. D'abord, c'est une joie pour nous. Je remercie le maire et le gouvernement ivoirien. Parce que sans ce complexe-là, aujourd'hui, vraiment beaucoup d'enfants seront dans l'oubli et beaucoup d'enfants seront dans des choses qui ne sont pas agréables. Voilà. Donc le complexe, grâce au complexe aujourd'hui, les enfants arrivent à obtenir ce qu'ils veulent footballistiquement. Les enfants arrivent à réaliser leurs rêves footballistiquement. Donc déjà le complexe c'est quelque chose de... on ne peut pas s'en passer. Le complexe sportif de Yopougon m'a appris beaucoup de choses. Voilà, grâce au complexe sportif, nous arrivons à améliorer notre jeu. Et le complexe sportif de Yopougon a formé plusieurs joueurs comme Néné Dorgelès, Yves Bissouma et autres, Zabila Magie, comme autres joueurs. Au-delà du sport, ces infrastructures profitent également aux commerçants installés aux alentours grâce à l'affluence qu'elles génèrent. Oui, parce que quand il n'y a pas d'activité, nos activités ne bougent pas comme ils se doivent. Mais quand il y a les activités sportives, les clients aussi profitent aussi pour venir manger chez nous. Donc ça nous arrange aussi. Alhamdoulilah, quand il y a les activités, ça marche un peu. Par la grâce de Dieu, on paye les lotus en tout cas. Donc vous aimeriez que chaque fois il y ait des activités? Oui, chaque fois. Si les gens, il y a ballon ici, ça marche ici, garba chaud, avec bon thon blanc, il y a oignon, il y a tomate. C'est bon à checker ici à Salmé, ici aux Zébé. Donc si je comprends bien, quand il y a activité ici, il y a ballon, il y a mariage, les gens viennent manger beaucoup de garba. Oui, beaucoup, tout le monde vient. Même s'il y a mariage ou bien funéraire, les gens viennent manger ou viennent ballon. Beaucoup de gens viennent ici. À Yopougon, les infrastructures sportives contribuent à la fois au développement du sport et à l'activité économique locale. Ce reportage referme ainsi la rubrique Indépendance. L'actualité sur cette info, c'est aussi l'international. Et nous ouvrons cette page internationale avec la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi annonce l'organisation d'un dialogue national inclusif. L'annonce a été faite vendredi 17 juillet à l'issue d'une rencontre avec les chefs des confessions religieuses. Réclamé depuis plus d'1 an par les églises, une partie de l'opposition et la société civile, ce dialogue vise à répondre à la crise politique et sécuritaire, notamment dans l'est du pays. La prochaine étape consistera à définir le cadre des travaux avec la désignation des facilitateurs de l'établissement d'un calendrier.
Et toujours à l'international, les tensions restent vives au Moyen-Orient où l'affrontement entre Washington et Téhéran franchit un nouveau cap. Un mois après l'échec des négociations de paix, le conflit entre les États-Unis et l'Iran connaît une nouvelle intensification. Frappe américaine, riposte iranienne et tensions autour du détroit d'Ormuz plongent davantage la région dans l'instabilité. Washington affirme avoir ciblé des positions militaires iraniennes après la mort de plusieurs de ses soldats. En réponse, Téhéran revendique des frappes contre des sites stratégiques, notamment dans la province d'Hormozgan. Alors que le blocus maritime autour du détroit d'Ormuz fait craindre de nouvelles conséquences économiques, les appels à une solution diplomatique restent pour l'heure sans réponse. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition. La rédaction reste mobilisée pour vous informer en temps réel sur cette info et l'ensemble de nos plateformes digitales. Très bon lundi à vous et bonne semaine à toutes et à tous.